Nous allons relancer une nouvelle série d'entretiens médiumniques, ça fait pas mal de temps qu'on n'en avait pas fait. Là, je suis reçu par Michel de Montlhéry, qui avait déjà participé à un précédent colloque sur Nostradamus, il y a combien de temps maintenant 2 ans. Peut-être, oui. Et pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai poursuivi mes recherches sur ce sujet, et j'ai soulevé d'autres questions qui n'avaient pas été abordées à l'époque, dont je n'avais d'ailleurs pas l'idée à l'époque, et j'ai souhaité que M. Michel de Montlhéry nous aide ou vienne compléter ou modifier ou confronter ou infirmer certaines hypothèses ou certaines conclusions que j'ai faites. C'est un peu une sorte de garde-fou, parce que dans le domaine de la recherche historique, il y a toujours des éléments d'hypothèse, et on part dans une direction, puis finalement, on risque de rester très longtemps dans la mauvaise direction. Donc je préfère quand même corriger le tir si c'est nécessaire. Et donc c'est une expérience donc, qui consiste à prendre contact avec des personnages du XVIe siècle notamment, peut-être du XVIIe, on verra, qui ont touché ou qui ont croisé la route de Nostradamus ou de l'œuvre elle-même, qui a une postérité très complexe, comme on sait. Et on abordera notamment une question que je n'avais pas du tout abordée, qui est la question de la famille de Nostradamus. Apparemment, il y a eu des histoires de famille compliquées, je voudrais y voir un peu plus clair. Voilà. C'est assez inextricable. Bon, donc on va, grâce à M. de Montlhéry, dans une sorte de structure triptyque, c'est-à-dire il y a moi qui pose des questions, M. de Montlhéry qui est le médium et qui n'est pas censé connaître spécialement le sujet, et puis il y a les personnes qui sont convoquées, qui sont invitées en tout cas, à venir répondre à nos questions. Donc ça paraît paraître un peu surréaliste, mais je pense que c'est un peu l'avenir de la recherche historique, et notamment la recherche historique concernant les auteurs. Parce que dans le domaine de l'écriture, il y a beaucoup de plagiat, il y a beaucoup de contrefaçons, il y a des choses qui sont perdues tout simplement, et il faut remplir les blancs. Voilà, alors avant d'aborder le principal plat de résistance, qui est effectivement la question du testament de Nostradamus et de ses enfants, parce que finalement on finit par ne plus savoir exactement qu'est-ce qu'il a eu comme enfant, qui étaient ses enfants, combien il a eu de fils, voilà. Donc on va, pour se mettre un petit peu en train, on va aborder un sujet connexe, qui est lié à un autre personnage que nous avons d'ailleurs rencontré par la suite, dans le passé, qui est le fameux Antoine Couillard, qui a un nom effectivement assez bizarre, seigneur du pavillon. Et le sujet qui nous intéresse, c'est de demander à ce monsieur du pavillon comment il est mort justement. Et bon, alors je ne vais pas déflorer le sujet à l'avance, ni pour les auteurs, ni pour M. de Montlhéry d'ailleurs, du côté, et non plus ni pour nos interlocuteurs, parce que aussi il pourrait éventuellement être influencé. On va commencer par le dossier Couillard. Et donc, il s'agit d'un monsieur qui a écrit notamment les contredits du Seigneur du Pavillon aux prophéties de Nostradamus, et qui a ici également écrit des prophéties dont on se demande exactement quand est-ce qu'elles sont parues, en fait. On est un petit peu dans la... Voilà. Donc, nous allons nous plonger dans la période donc, de 1550-1560, et nous allons demander à M. Couillard de nous expliquer un petit peu... Alors, je sais que ce qui est très dommage dans ce domaine-là, c'est qu'on ne peut jamais leur demander de date. Non. Non, je veux dire, on ne peut pas leur demander... Non, mais même pas de date pour le futur, mais même pour le passé. Je crois que si je dis, par exemple, est-ce que vous avez fait ça en telle année, ou dans quelle année vous êtes mort, ça me paraît peu évident. Je ne sais pas, c'est une intuition que j'ai, mais ce n'est pas le genre de choses qu'on peut avoir. Donc ça, c'est déjà un grand handicap. Mais voilà, donc il y a un texte là que je signale, où visiblement, on nous dit que ce monsieur, le seigneur du pavillon, ami lecteur, homme docte,
et de très sainte mémoire. Alors, n'a pas sans grande et plus que raisonnable qu'en cause écrit cette prophétie. Alors, monsieur de Montlhéry, quand on dit de très sainte mémoire, normalement, c'est que quelqu'un est mort. Absolument. Or, c'est un point que les chercheurs n'avaient pas étudié, parce qu'effectivement, on dit toujours, monsieur Couillard a écrit en 1556, parce que c'est la date de l'ouvrage, ses prophéties, et à la fin de ces prophéties, on nous dit, mais c'est un monsieur de très sainte mémoire. Or, on sait qu'il a écrit par la suite d'autres textes. Donc, en fin de compte, ce que je voudrais savoir avec lui, c'est qu'en fin de compte, apparemment, il est mort en laissant tout un ensemble d'ouvrages, en fait. Voilà. J'aimerais bien qu'il nous parle un petit peu de cela, c'est-à-dire de... Il faudrait peut-être le faire... bon, donc là, vous avez peut-être un support, là. Il faudrait qu'il nous raconte un petit peu ce qu'il a publié et ce qu'il n'a pas publié, en fait. C'est-à-dire... Visiblement, il aurait publié 2 ouvrages. Sur le sujet. Sur le sujet. Ah oui. Parce que le premier était trop important, donc ça a été fait en 2 fois, ça a été scindé en 2 fois. Ah oui. Mais justement, alors, il y en a un qu'on trouve oui. un petit peu difficilement et d'autres qu'on retrouve très très difficilement aussi. Oui. Mais dont vous pourrez trouver des traces certainement dans les archives. Dans les bibliothèques, c'est ça. Voilà. Oui. Alors, la question est de savoir si... Il y a 2 questions distinctes. C'est, il les a écrits, c'est une chose. Il les a publiés, c'est une autre chose. Il les a écrits, il les a publiés de son vivant, ou est-ce qu'ils ont été publiés à sa mort? Non, ça a été publié de son vivant. Oui. Mais il était malade lorsqu'il a publié ces 2 ouvrages. Parce qu'ils ont été publiés à 2-3 ans d'intervalle. Oui. Et visiblement, il était malade. Et c'est quelqu'un qui est mort peu de temps après. Oui. Bah, écoutez, je vais vous le dire, regardez, vous voyez la date qui est marquée là, c'est 1560, je crois. C'est marqué. Là, 1560. Oui. Oui, ben je n'avais pas vu. Voilà, 1560. Cet ouvrage-là, lui, il est de 1556. Mais, comme je vous l'ai dit, la mention de l'imprimeur disant qu'il est mort, ça nous interpelle, parce que s'il est mort en 1550, alors, donc il n'a pas pu mourir, il n'a pas pu publier en 1556, puisqu'il était encore vivant en 1560. Voilà, bon, même plus tard, on a même un ouvrage qui est de 1570. Donc, cet ouvrage-là, puisque vous êtes branché plutôt sur les textes, cet ouvrage-là, il n'est pas paru, il est paru après sa mort, visiblement, c'est ce qui est marqué en tout cas. Il serait paru après sa mort. Oui. Il serait paru après sa mort, ça c'est pas obligé d'être médium pour savoir ça, mais effectivement, il est paru après sa mort, et donc, mais il est paru après sa mort, mais comme si il était paru de sa mort. Moi, à mon avis, il était écrit avant sa mort. Forcément. Non, mais je veux dire, il était écrit, il était prêt à être imprimé. Voilà, exactement. Et ça a traîné, voilà. Et c'est pour ça que l'éditeur a remis ce petit paragraphe à la fin. Voilà. Tout en gardant l'année où il aurait dû paraître. L'année où il aurait dû paraître, voilà. Absolument. C'est ça c'est le truc qu'on voit souvent, c'est-à-dire qu'on garde l'année où c'était prévu, même quand ça paraît beaucoup plus tard. Ça, et souvent les historiens sont piégés par ça. C'est un souci, mais ça, là vous n'êtes pas en contact avec l'auteur, là, en fait, si je comprends bien. Expliquez-nous comment vous travaillez. Non, mais ça c'est ce que j'ai ressenti. Oui, donc, c'est uniquement... voilà, c'est ça, parce que vous travaillez comme ça, en fait. Ça dépend. On va voir, parce qu'effectivement... Ça dépend, parce que ça va avec des hauts, des bas, ça... Parce que là, on ne sait pas très bien d'où vous captez l'information, finalement. Ça, c'est une question idiote, mais je veux dire... est-ce que vous croyez que quelqu'un vous donne cette réponse? Comment ça se passe, à votre avis? Est-ce que c'est l'auteur? Qui est-ce qui parle à travers vous, en fin de compte? Ben, c'est ma voix intérieure, donc... Mais est-ce qu'on est en contact avec Est-ce que vous captez l'information à partir du document, ou est-ce que vous captez l'information
de la part de quelqu'un qui Non, sait comment les choses... de l'extérieur. Voilà, c'est ça. Ouais. De l'extérieur. Bon. Donc, nous avons cet homme, visiblement, a eu de gros ennuis de santé, et je pense qu'il y avait une histoire où il est mort de syphilis ou de choses comme ça, enfin, disons que je vois une mort relativement prématurée sur cet homme. Oui. Il y a un petit souci dans ce que vous me dites, monsieur de Montlhéry, c'est que, en fait, il ne semble pas que l'ouvrage, je parle de celui-là, enfin, le problème se pose pour les deux, mais enfin surtout, il ne semble pas que l'ouvrage qui s'appelle Les prophéties du Seigneur du Pavillon, il ne semble pas que cet ouvrage ait été publié tel que le Seigneur du Pavillon l'avait réalisé. Je dis qu'il a probablement été trafiqué. Non, mais ça a été modifié de toute façon. Ah. De toute façon, il ne pouvait pas, à l'époque, il ne pouvait pas paraître tel qu'il l'avait écrit. C'était remis en forme, ça a été remis en forme par l'éditeur. Voilà, c'est ça. Hein, oui. Puisque tout a été... On a gardé l'esprit, on a gardé les événements, on a gardé des points forts, mais on n'a pas retranscrit du mot à mot, non, on a comme même on pouvait le faire choses à notre époque aujourd'hui, et on a embelli, etc. On modifie un petit peu l'esprit, mais on garde l'essence même de l'idée. Enfin, mais ça a égaré beaucoup les historiens, monsieur de Montlhéry, parce que certains historiens disent en 1556 qu'il a écrit ça, en réalité, il y a des éléments qu'on a mis dans l'ouvrage qu'il ne pouvait pas connaître à l'époque, qui ont été rajoutés plus tard. Mais il est évident, parce que on n'obtient pas directement les infos. Alors, bien qu'il se soit basé sur les mêmes techniques que Nostradamus, hein, c'est-à-dire en fonctionnant avec la lune, avec un feu, avec les bougies, etc. Parce qu'il faut bien dire que ce sont des gens qui, à l'époque, se penchaient énormément sur toutes ces techniques. Excusez-moi, alors je suis une petite parenthèse, monsieur, parce qu'apparemment, ce monsieur Couillard n'était pas forcément un astrologue, voyez-vous. Il était versé dedans, quand même. Ah oui, alors on ne sait pas très bien s'il était versé dedans ou pas. Parce qu'il est très ironique, si vous voulez. Il est très ironique. Alors, regardez, par exemple, les contredits, voyez-vous, donc c'est quelqu'un qui s'oppose. Donc c'est quelqu'un qui est... Oui, mais même ça fait rien. Ça n'empêche que c'est quelqu'un qui a quand même des connaissances. Oui, probablement. De ce genre de choses. Alors, pas aussi poussé que Nostradamus, par exemple, mais c'est quelqu'un qui a une certaine intuition, une certaine sensibilité. Donc, à partir de là, on a quelqu'un qui contredit parce que c'est le titre de son bouquin et c'est ce qu'il a envie de faire passer. Hein. Mais d'un autre côté, il sait très bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu inéluctables, mais c'est un petit peu, entre guillemets, une forme d'objecteur de conscience, de détracteur, je dirais aujourd'hui, on dirait c'est une canard enchaîné, quoi. D'accord. Oui, non, mais effectivement, c'est quelqu'un qui a un esprit critique assez développé et qui ne veut pas se laisser berner. Mais justement, cet esprit critique, il l'a parce qu'il a une certaine curiosité et une certaine sensibilité, une certaine intuition. Parce qu'il a été retenu par la suite comme étant l'exemple même du sceptique face à Nostradamus. Voyez-vous. Mais en même temps, il avait écrit son ouvrage, il avait désigné Les prophéties. Mais on dit que c'est une espèce de parodie, si vous voulez, quelque part. C'est-à-dire qu'il a employé ce mot-là, mais... Alors, il y a plusieurs théories là-dessus, parce que nous avons retrouvé un document réalisé par son neveu, où le neveu, qui s'appelle Miro, il dit, voilà, mon oncle a laissé tout un ensemble d'ouvrages qui ne sont pas encore parus, et il donne un peu la liste de ces ouvrages et leur contenu. Et apparemment, monsieur du Pavillon, là, il voulait écrire sur les prophéties, mais pas forcément sur les prophéties de Nostradamus, voyez-vous. Il voulait plutôt s'intéresser aux prophéties bibliques, enfin bon, aux phénomènes prophétiques, etc. Et en fin de compte,
on semblerait qu'on a profité du fait qu'il avait dit qu'il allait parler des prophéties pour faire dévier un petit peu son propos sur Nostradamus, si vous voulez. Parce que le grand problème à l'époque, si vous voulez, monsieur Montlhéry, c'est que le mot prophétie a plusieurs sens. Il a le sens biblique, mais il a aussi le sens de prédiction, de présage. Oui, et donc, voyez-vous, on joue sur les mots. On joue sur les mots. Donc en fin de compte, il voulait écrire sur les prophéties bibliques, et on l'a fait dériver vers plutôt les prophéties au sens astrologique, si vous voulez. Bien sûr, puisque de toute façon, il parle des prophéties de Nostradamus et autres astrologues. Oui, oui. Donc il met tout le monde un petit peu Oui. dans le même sac, je dirais, par rapport à un côté un peu cartésien, mais malgré tout intuitif. Oui. Mais lui, il voulait quand même écrire, il avait prévu au départ d'écrire un livre sur les prophéties. Oui. Sur les prophéties au sens religieux de l'Ancien Testament. Oui, mais ça a dérivé. Voilà, et ça a dérivé. Ça a dévié. On a récupéré ça pour lui faire dire, pour lui faire parler d'autres choses. Et comme on a institué par la suite les centuries, les prophéties, donc il y a tout un micmac au niveau linguistique. C'est-à-dire que le mot prophétie lui-même a été dévoyé, en quelque sorte. Voilà. Écoutez, je crois que c'est un premier point qui est intéressant, donc on va continuer nos travaux. On va passer à un autre personnage.